Bonsoir, merci Mme Bourgeois pour l'invitation. C'est un honneur d'être là, de pouvoir discuter avec la jeune génération que vous constituez qui allait bâtir l'avenir. On va en parler avec des sujets d'actualité. Comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai créé en 2000 l'association Au Centre de la peine de mort qui a abouti à l'instauration de la Journée mondiale contre la peine de mort qui a lieu tous les 10 octobre de chaque année. Donc le 10 octobre prochain, il y aura la 15e, 16e édition de cette Journée mondiale contre la peine de mort, qui est peut-être un sujet qui ne vous parle pas trop parce que heureusement en France, nous n'avons plus la peine de mort. Elle a été abolie en 1981 sous François Mitterrand et inscrite dans notre Constitution par le président Jacques Chirac en 2007. Mais la peine de mort existe toujours dans le monde, bien entendu, principalement en Chine, dans le monde arabo-musulman et dans certains États américains. Il y en a d'autres, mais principalement ces régions du monde. Mais on va en reparler tout à l'heure, notamment quand on va parler de Greta Thunberg, mais vous verrez pourquoi. Alors effectivement, lorsque vous m'avez proposé d'intervenir, j'ai proposé comme sujet la politique internationale. L'opinion publique a-t-elle son mot à dire? A-t-elle un mot à dire? A-t-elle son mot à dire? Parce qu'évidemment, ça ne va pas de soi. Et pourquoi ça ne va pas de soi? Parce que, évidemment, il faut se poser la question de ce que c'est que la politique internationale. C'est quoi les relations internationales? Et en fait, pendant des millénaires et pendant des siècles et des millénaires, la politique internationale ne concernait que les États. Et au sein des États, que les gouvernants, les grands de ce monde, les monarques, les familles des rois ou des dirigeants de nos États. Et les opinions publiques, les citoyens, en étaient totalement écartés. Et c'est un phénomène récent que de voir l'éruption sur la scène internationale de personnes comme vous et moi qui défendons des valeurs, croyons dans certains combats, et avons envie de les faire entendre et de peser sur le cours des relations internationales. Mais c'est un phénomène extrêmement récent. Et dans la politique internationale, il y a une définition que j'aime beaucoup, qui est celle de Lord Palmerston, qui a été 2 fois Premier ministre du Royaume-Uni, et qui disait, malheureusement, fort justement, l'Angleterre n'a pas d'amis, elle a seulement des intérêts. Et je pense que c'est une très bonne définition de la politique internationale. La réalité, c'est que pour beaucoup d'acteurs des relations internationales, dans la politique internationale, dans les relations entre les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, l'Union européenne, l'Afrique et tous les parties du monde, dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis, il y a souvent assez peu de valeurs, il n'y a que des intérêts qui s'affrontent. Et il y a toute une école qui considère que la politique internationale, c'est en fait un rapport de force permanent entre acteurs qui s'opposent plus ou moins, qui sont parfois alliés, parfois opposants, et qui construisent des alliances et des équilibres en fonction de leurs intérêts proches. Et ça, c'est une approche réaliste, pragmatique, cynique, diront certains, des relations internationales. Et cette conception, elle est dominante dans l'histoire de l'humanité. Elle est dominante. Elle a été dominante pendant des siècles et des millénaires. Elle a perdu du poids, on va en parler. Et puis, vous entrez dans le monde adulte, des décideurs engagés que vous êtes peut-être déjà, mais que vous allez devenir très vite, à un moment de l'histoire où il y a un retour de cette conception de la politique internationale, comme étant uniquement le jeu des intérêts entre les nations. Alors, il s'est passé une chose, et c'est une deuxième conception de la politique internationale, celle dans laquelle se sont engouffrés beaucoup de citoyens qui n'étaient pas d'accord pour laisser aux États le monopole des relations internationales et des enjeux de puissance, est apparue une autre conception qui donne aux citoyens, aux associations, aux médias,
aux organisations diverses et variées, aux scientifiques, aux entreprises, aux avocats, aux leaders d'opinion, aux universitaires, un rôle plus important dans la politique internationale. Et c'est vrai qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour dire les choses, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un tournant, même si ça s'est préparé longtemps avant, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sur le cataclysme qu'a été la Seconde Guerre mondiale, et déjà la première en 14-18, mais surtout sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a un nouveau chapitre de la politique internationale qui s'est ouvert, avec la création de l'Organisation des Nations Unies, avec l'émergence de nouveaux acteurs qui ont vraiment conquis des droits, qui ont dit on est là, on veut exister, on veut peser sur la scène internationale. Et ça a donné l'adoption de nombreuses conventions internationales dont on va reparler tout à l'heure. Mais la politique internationale, quand je pose la question l'opinion publique a-t-elle son mot à dire, c'est parce que a priori et a posteriori ça ne va pas de soi. Les États aiment bien garder les États c'est nous, mais les gouvernants de nos États aiment bien garder le monopole de la conduite des affaires internationales, notamment sur deux sujets, notamment sur les sujets régaliens, qui concernent les enjeux les plus durs, les plus stratégiques des relations internationales. Et je voudrais donner deux exemples. Tout ce qui est militaire, la décision d'un État de déclencher une guerre, d'aller au combat, n'est quasiment jamais laissé à l'appréciation des citoyens. C'est les gouvernants qui décident. Et souvent, ils décident seuls. Et souvent, ils décident à la dernière minute pour provoquer ensuite la mobilisation générale. Mais la décision du combat, elle est quasiment le monopole des États et des cercles qui entourent les gouvernements, que ce soit dans une dictature ou dans une démocratie. Deuxième exemple, c'est la monnaie. La monnaie, c'est un pouvoir considérable. C'est un instrument de gouvernance et de conduite des affaires publiques absolument majeur. Vous avez le dollar, vous avez l'euro, vous avez la monnaie chinoise. Et c'est vrai que sur les questions de monnaie, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, sauf depuis quelques années, que d'autres acteurs que les États détiennent le monopole de ce pouvoir régalien de battre monnaie. Alors, depuis quelques années, exemple, si vous prenez l'Afrique, en Afrique francophone, vous avez le franc CFA, qui est une monnaie extrêmement importante, qui détermine le quotidien de très nombreux Africains. Les querelles qu'il a pu y avoir, et qu'il y a toujours, et qu'il y aura demain sur l'Afrique francophone, doit-elle se délester du franc CFA pour obtenir sa souveraineté monétaire, cette question-là n'a jamais été laissée à l'appréciation des opinions publiques. C'est vraiment une question qui se négocie entre dirigeants des États. Et lorsque certains dirigeants même ont voulu le remettre en question, ça a pu parfois leur coûter très cher. Parce qu'on touche là des questions régaliennes qui sont vraiment extrêmement sensibles, le militaire, la monnaie. Alors sur la monnaie, il y a une tentative de remise en question très forte de ce monopole des États qui concerne les crypto-monnaies, qui se sont beaucoup développées. Il y en a une qui fait très très peur aux États aujourd'hui. C'est qui l'a proposé? C'est Facebook, qui est en train de mettre en place une monnaie cryptée, une monnaie numérique, mais dont on a appris récemment que beaucoup de dirigeants européens s'y opposeraient, coûte que coûte, parce que c'est la remise en question d'un des pouvoirs régaliens les plus importants, qui est celui de la monnaie. Donc, j'ai envie de dire, a priori, à la question de l'opinion publique a-t-elle son mot à dire dans la politique internationale, la réponse est clairement non. Sur les questions les plus stratégiques, les plus sensibles, les plus déterminantes, l'armée, décision d'engager la guerre, la monnaie, les relations stratégiques, c'est très rarement, les opinions publiques ont très rarement leur place à la table des négociations et des discussions. Si vous prenez par exemple le G7 qui s'est tenu à Biarritz il y a moins d'un mois sous présidence française, il y a eu une très grande mise en scène médiatique
Vous pouvez donc avoir l'impression qu'à travers les médias, nous avons tous participé à ce G7, mais la réalité, c'est que les discussions étaient évidemment confidentielles, très peu de choses sont sorties, à part très court communiqué, et que la réalité, c'est que les grands de ce monde et les États font le maximum pour conserver le monopole de la conduite de la politique internationale. Alors évidemment, ça, c'est le monde tel qu'il a été pendant des siècles et tel qu'il est encore pour beaucoup aujourd'hui. Mais les choses évoluent, et bien entendu, les opinions publiques essayent de peser et d'accompagner une conception de la politique internationale un peu plus idéaliste. Je vous disais qu'il y avait deux écoles de conception de la politique internationale. L'école réaliste, pragmatique, voire cynique. Un État n'a pas de valeur, n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Mais il y a ceux qui ont une conception plus idéaliste des relations internationales, où ils se disent justement, les relations internationales, c'est comme dans un pays, ce sont des relations pour essayer de promouvoir un monde plus libéral, plus socialiste pour certains, plus ouvert sur le monde pour d'autres, où ce sont plus des enjeux de valeur qu'on va... Voilà. Et là, les opinions publiques se sont engouffrées. Et c'est vrai que depuis une cinquantaine d'années, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des tentatives très fortes pour que les opinions publiques pèsent sur les relations internationales et qu'elles jouent un rôle et que non seulement elles aient un droit de parole, l'opinion publique a-t-elle son mot à dire, que non seulement l'opinion publique ait son mot à dire dans certaines affaires internationales, mais qu'en plus ce mot conduise les États à faire des choix et à changer leurs décisions autrement que s'il n'y avait pas eu cette pression des opinions publiques. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des tentatives, il y a eu beaucoup de tentatives. Je voudrais donner 2-3 exemples et puis après m'étendre un peu plus sur les questions d'environnement qui évidemment changent beaucoup la donne sur beaucoup de sujets. Alors, il y a eu un moment très important dans les relations internationales un petit peu ancien, qui date des années 60-70, c'est la guerre du Vietnam. En Occident, la guerre du Vietnam a été un traumatisme parce qu'il y avait, dès le début des années 60, sous Kennedy, la décision des États-Unis d'envoyer des troupes au Vietnam pour faire barrage à Ho Chi Minh et les forces communistes qui voulaient occuper l'ensemble du Vietnam. Donc il y a une guerre idéologique entre les États-Unis et le Vietnam, et des centaines de milliers de soldats américains ont été envoyés au Vietnam, et à partir du milieu des années 60, l'opinion publique américaine s'est petit à petit retournée contre cette décision d'aller au Vietnam. Et d'année en année, il y a eu un acteur qui s'est immiscé dans le débat américain, qui a été la société civile américaine, les jeunes américains. Et il y a eu des milliers de manifestations, il y a eu des millions de manifestants, il y a eu des médias qui ont montré les horreurs qui se passaient au Vietnam. Il y a eu des images extrêmement choquantes que des reporters américains ont rapportées à l'opinion publique américaine. Et peu à peu, les gouvernants ont été extrêmement gênés parce qu'ils faisaient jusque-là dans leur coin au Vietnam. Mais paradoxalement, l'un des plus actifs pro la guerre au Vietnam, Richard Nixon, a été élu président des États-Unis en 1969. Et donc, alors même que la société civile se mobilisait, l'Amérique profonde a élu plutôt un conservateur qui voulait rester au Vietnam. Puis ensuite, la pression est montée tellement forte qu'on s'est retrouvé dans un moment, et ça c'est très important, l'opinion publique joue son rôle dans les relations internationales lorsque cette opinion publique rencontre les intérêts stratégiques des États. Qu'est-ce qui se passait en 70-72 ? Aux États-Unis, vous aviez une opinion publique très forte. Il y avait eu, c'était exactement il y a 50 ans, Madame Bourgeois et moi, peut-être qu'on s'en rappelle un peu plus que vous, il y avait le fameux festival de Woodstock, qui a été le plus grand événement planétaire de l'histoire du rock et de la pop, et qui, moi non plus,
Si, moi j'étais né depuis 2 ans, depuis 1 an. 2 ans. Et donc, Woodstock, c'est le produit de la guerre du Vietnam en partie. En partie. C'est-à-dire que c'est une société américaine où vous avez des musiciens qui rencontrent une opinion publique meurtrie par cette guerre du Vietnam, et tout ça crée une sorte d'effet boule de neige qui fait qu'il y a tout un mouvement qui se crée, et que la musique, les artistes, les citoyens, dans toutes les villes américaines, ça bouge, ça bouge. Donc ça crée une force politique très contestataire qui demande la fin de la guerre du Vietnam, qui demande le retrait des États-Unis du Vietnam, mais en même temps, c'est le moment où les États-Unis sont en train de perdre la guerre. C'est-à-dire que si les États-Unis ne s'étaient pas retrouvés dans un intérêt à se retirer du Vietnam, peut-être qu'ils seraient restés. Et donc l'opinion publique a eu un poids, elle a peut-être aidé à accélérer le retrait des États-Unis, mais c'est aussi parce qu'à ce moment-là, les États avaient intérêt à aller dans le sens des opinions publiques, ce qu'ils n'avaient peut-être pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans avant. Et donc, l'opinion publique, c'est souvent ce supplément d'âme, ce petit facteur de plus qui va peut-être déclencher de la part des gouvernements une accélération de ces décisions, plus que d'être le principal vecteur d'une décision stratégique des États. Parce que les opinions publiques sont trop faibles par rapport à l'exercice du pouvoir politique qu'exercent les États avec la diplomatie, l'armée, la monnaie, etc. Le Vietnam, c'est vraiment un bon exemple, c'est un exemple tragique, qui a vraiment été décisif dans l'histoire des États-Unis, et que, quelque part, on retrouve aujourd'hui sur d'autres sujets, on va en parler sur l'environnement. Après, je voudrais donner un deuxième exemple, qui est celui de la peine de mort, qui est un sujet extrêmement mineur dans les relations internationales, parce que, évidemment, nos gouvernants ne se réveillent pas tous les matins en se demandant est-ce que je vais accepter qu'on abolisse la peine de mort dans mon pays ou je vais la rétablir. Ce n'est pas du tout leur sujet principal de préoccupation et d'intérêt. Mais lorsque les opinions publiques se bougent, des fois elles obtiennent des pressions sur les États, sur des sujets qui peuvent les gêner. Et c'est vrai que ça n'existait pas dans les siècles passés. C'est-à-dire que la défense des droits de l'homme, la promotion des libertés individuelles est devenue une question majeure dans les relations internationales. Et lorsque les opinions publiques arrivent à se mobiliser, à se faire entendre, à faire pression sur les gouvernements, alors parfois il y a des progrès en matière de droits humains. Par exemple, vous prenez un pays comme la Turquie a aboli la peine de mort en 2004, parce qu'il y avait une pression internationale très forte. Aux États-Unis, certains États ont aboli la peine de mort parce que les gouverneurs ont écouté l'opinion publique qui réclamait l'abolition de la peine de mort et qu'ils ont changé de point de vue. L'Union européenne est devenue, à la demande des opinions publiques, un acteur de la lutte contre la peine de mort dans le monde. Donc parfois, sur certains sujets, là je parle de la peine de mort parce que je le connais bien, mais je pourrais parler d'autres sujets. Vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un pays extrêmement conservateur, pour ne pas dire plus, sur le plan des idées et des valeurs. Il y a 2 ans, ils ont voulu donner quelques gages d'ouverture qui, selon moi, sont totalement artificiels et purement tactiques, mais bon, peu importe. Ils ont voulu donner quelques gages d'ouverture. Qu'est-ce qu'ils ont choisi comme sujet? Ils ont choisi un sujet sur lequel il y avait une mobilisation internationale. C'était les femmes saoudiennes qui réclamaient le droit de conduire seules, librement, leur voiture. Parce qu'en Arabie Saoudite, c'était interdit jusqu'à peu. Et dans les faits, c'est toujours interdit, selon moi, d'ailleurs. Mais, donc, ils se sont dit, allez, quels sont les sujets sensibles sur lesquels on peut donner l'illusion que les choses bougent dans notre pays? Eh bien, ils ont choisi la question du droit de conduire la voiture pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une campagne internationale de mobilisation. Après, encore une fois, c'était purement tactique, mais là, il y a une petite pression de l'opinion internationale. De même, dernier sujet avant de parler de l'environnement, ça concerne
Hong Kong. Ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong, c'est très important. L'opinion publique a-t-elle son mot à dire dans les relations internationales? Hong Kong, c'est une ville, métropole, qui appartient à la Chine, qui pendant plus d'un siècle a été britannique. Puis en 1997, les Chinois ont demandé la rétrocession de Hong Kong à la Chine, ce qui était certainement légitime parce que la réalité c'est que les Hongkongais sont un peu plus chinois que britanniques. Donc il y a eu un accord de rétrocession. Et depuis 1997, les Hongkongais, il y a eu deux générations de Hongkongais qui ont grandi depuis ces accords de rétrocession de Hong Kong à la Chine, et bien, il y a eu des contestations de la part de jeunes Hongkongais qui ont dit « Nous, on est peut-être chinois, mais on ne veut pas vivre sous le système chinois. » Et donc, il y a depuis 2010, très régulièrement, des mouvements de jeunes citoyens, pas que des jeunes, mais principalement des jeunes citoyens hongkongais qui réclament le maintien de leur liberté à Hong Kong, parce qu'à Hong Kong, on a plus de liberté que dans le reste de la Chine. Et il y a eu le fameux mouvement des parapluies, où des jeunes s'abritaient derrière des parapluies en 2014. Et puis, il y a depuis maintenant 3-4 mois des manifestations monstres à Hong Kong qui a réuni jusqu'à plus de 1,5 million de manifestants sur une population totale de 7 à 8 millions d'habitants. C'est quand même énorme. Et que réclament les Hongkongais? Ils réclament un soutien de la communauté internationale. Ils réclament un soutien de l'opinion publique internationale. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent très seuls et très faibles, même s'ils sont extrêmement courageux, face à une puissance étatique qui est massive, pour ne pas dire monstrueuse, au sens quantitatif du terme, qui est évidemment la Chine. Et donc, lorsqu'il y a des mouvements d'opinion très forts, dans des États, surtout dans des États souvent autoritaires, je pourrais parler des printemps arabes, c'est la même chose, pour ce qui se passe en Algérie aujourd'hui par exemple, et bien souvent les opinions publiques réclament le soutien de la communauté internationale. Et lorsque la communauté internationale répond présent, ce qui n'est pas toujours le cas, ça peut aider dans le rapport de force qu'il y a entre la Chine, enfin entre un État et sa population qui réclame plus de liberté. On dit que c'est difficile à prouver, j'ai essayé d'enquêter, pour l'instant je n'ai aucune certitude, mais fin août, la Chine avait sérieusement envisagé d'envoyer des troupes, des tanks, envahir Hong Kong pour faire cesser la révolte populaire des Hongkongais. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Et la question se pose de savoir si c'était dû à l'analyse tactique, stratégique, d'intérêt, uniquement de la part des autorités de Pékin, ou si cette retenue de la part des autorités chinoises était due aussi à une pression internationale. À ce moment-là, le président des États-Unis, c'est le premier qui s'est exprimé, on le critique souvent, mais il faut lui reconnaître qu'il est le premier dirigeant occidental à s'être exprimé, a demandé à la Chine de la retenue face aux citoyens de Hong Kong qui manifestaient. Puis l'Union européenne s'y est mise, notamment parce qu'un député français avait secoué un peu les autorités françaises, et le G7 de Biarritz avait dans sa déclaration finale une ligne demandant à la Chine de la retenue. Donc parfois l'opinion publique aide à, j'ai envie de dire, un peu à la marge ou dans les moments clés, parfois amène parfois les dirigeants à de la retenue ou à reconsidérer leurs actions lorsque cette pression populaire rencontre les intérêts stratégiques des États. Alors évidemment, il y a un sujet dont on ne peut pas ne pas parler, et celui de l'environnement. Parce que là, peut-être qu'on rentre dans un sujet, un enjeu qui nous dessine un nouveau monde, et dans lequel, en fait, la réalité,
c'est que même les États dont je parlais avant comme étant des puissances stratégiques qui détiennent le pouvoir militaire, le pouvoir de battre monnaie, le pouvoir de la diplomatie, la conduite, la maîtrise des États, il nous apparaît de plus en plus que face aux défis climatiques, face aux enjeux environnementaux, même les États paraissent un peu démunis et que les citoyens, face à eux, ont leur rôle à jouer et un rôle décisif à jouer. Et c'est vrai que face à tous les indicateurs qui sont maintenant multiples, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un rapport alarmiste sur le réchauffement climatique et la dégradation des écosystèmes, de la biodiversité, des problèmes d'eau qui se passent sur tous les continents. Là, il y a un acteur majeur qui joue son rôle, qui sont les opinions publiques. Et parmi eux, ce qu'on appelle depuis peu d'années des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui alertent les opinions publiques sur les méfaits des politiques publiques et privées qui nous amènent droit dans le mur au niveau environnemental. Il y a des lanceurs d'alerte sur d'autres sujets que l'environnement, mais celui-ci est particulièrement prégnant et important. Et en matière d'environnement, le comportement des États, là, l'opinion publique a son mot à dire, et peut-être un peu plus que son mot à dire. Sauf que ce mot à dire, il n'est peut-être pas là où on le voit le plus. Je m'explique. Moi, j'aimerais bien vous demander lorsque j'aurai fini dans quelques minutes, ce que vous pensez de Greta Thunberg. J'aimerais bien avoir votre opinion. Parce que cette femme, elle est certainement l'incarnation, le reflet du nouveau monde qui est en train d'advenir. Elle est jeune, elle est peut-être un peu fragile, certainement. Elle est très volontaire pour une fille très jeune en plus, c'est d'autant plus... Elle a beaucoup de violence en elle, beaucoup de haine également, et je peux le dire parce que pour l'avoir écouté comme tout le monde aux Nations Unies, je crois qu'on peut dire qu'elle a beaucoup de haine en elle, et elle est une super lanceuse d'alerte. C'est la lanceuse d'alerte qui aujourd'hui est en train de s'imposer comme étant l'égérie de la lutte pour qu'on change beaucoup de choses contre le réchauffement climatique. Et des Greta Thunberg, il y en a eu d'autres. Il y a eu en France Nicolas Hulot, par exemple, dans les années 2000-2010. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez peut-être un peu jeune, mais en 2007, Nicolas Hulot avait lancé un pacte pour le climat pendant les élections présidentielles de 2007, qui avait conduit à l'élection de Nicolas Sarkozy. Et il avait demandé à tous les candidats de signer un engagement de lutter contre le réchauffement climatique. Et il avait rencontré plus d'1 million de signatures et énormément de soutien. Résultat des courses, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a été élu président de la République, il a convoqué un Grenelle de l'environnement. C'est-à-dire qu'il a mis autour d'une table tous les acteurs concernés de près ou de loin par l'environnement, l'État, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie, des Transports, de l'industrie, tous les acteurs étatiques, mais aussi les associations, Greenpeace, toutes les associations qui luttent pour l'environnement, mais aussi les scientifiques, mais aussi les universitaires, tous les avocats, tous les acteurs qui sont concernés de près ou de loin par les questions environnementales. Et moi, je voudrais non pas opposer, mais dire, voilà, l'opinion publique, est-ce que c'est Greta Thunberg ou est-ce que c'est pas plutôt le fait d'arriver à mettre autour d'une table tous les acteurs concernés par le sujet de l'environnement pour changer véritablement les choses? Parce qu'en fait, le problème selon moi, de Greta Thunberg, c'est que, en fait, deux choses qui, moi, m'ont profondément étonné. C'est que lorsqu'elle s'est adressée à l'Assemblée Générale des Nations Unies, elle a... moi, ce qui m'a finalement le plus choqué, c'est pas tellement ce qu'elle a dit, enfin la façon dont elle l'a dit, parce que c'est son droit le plus légitime de s'exprimer avec
ses mots, sa manière de, même si ça a beaucoup choqué, si ça a même fait beaucoup inquiéter beaucoup d'observateurs, ce qui moi m'a assez fortement choqué, c'est que dans la salle, ça se passait donc à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Vous savez ce que c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies? C'est chaque État a une voix à l'Assemblée Générale des États-Unis. Donc, Monaco, le Duché de Luxembourg a la même voix que les États-Unis ou la France. On est tous égaux. Il y a 193 États aux Nations Unies. Il y avait donc 193 représentants d'États. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle a été très fortement applaudie. Elle a été très fortement applaudie. Mais elle a été applaudie par qui? Elle a été applaudie par les représentants des États qui, juste derrière, certains d'ailleurs l'ont dit, comme Emmanuel Macron, ont en fait totalement critiqué le fait qu'elle ait secoué aussi violemment les gouvernants de ce monde, en disant vous nous laissez une terre pourrie, vous avez ruiné notre enfance, mon enfance, vous nous emmenez droit dans le mur et on va vous, grosso modo, on va vous régler votre compte parce qu'on ne l'oubliera pas. Et ceux-là même qui l'applaudissaient à tout rompre pendant son discours sont ceux-là même à qui elle reprochait de ne pas faire ce qu'il faut pour lutter contre le réchauffement climatique. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu une parodie, quelque part, à laquelle elle s'est peut-être prêtée, je ne sais pas si elle en était consciente ou pas, mais ces applaudissements me paraissaient un petit peu lors de un peu de la comédie dell'arte, quoi. Il y avait un côté un petit peu fortement hypocrite de la part de ceux qui l'applaudissaient. Et puis, elle a fait autre chose, et alors là, j'ai envie de dire, ça laisse un goût amer, c'est qu'au même moment, avec une dizaine d'autres jeunes, elle a porté plainte, je ne sais pas si vous l'avez vu, contre 5 ou 6 États, dont la France, au motif que, au nom de la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention internationale des droits de l'enfant, ces droits fondamentaux à un environnement sain ont été bafoués par les États. Et que parce que les États n'ont pas pris les mesures suffisantes pour protéger son environnement, qui est un droit fondamental, elle portait plainte devant les Nations Unies contre 5-6 États, la France, le Royaume-Uni, l'Italie. Et, comme vous l'avez peut-être vu, elle n'a pas porté plainte contre les États-Unis, elle n'a pas porté plainte contre la Chine, elle n'a pas porté plainte contre la Russie, qui sont les 3 États qui polluent le plus la planète. Et pourquoi elle ne l'a pas fait? Parce que ces 3 États n'ont pas ratifié, alors la Russie j'ai un doute, mais la Chine et les États-Unis c'est certain, n'ont pas ratifié cette Convention internationale des droits de l'enfant. Et pourquoi n'ont-ils pas ratifié cette Convention internationale des droits de l'enfant? Parce que dans un de ces articles, cette Convention interdit de condamner à mort un enfant, un mineur. Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, les États qui ratifient cette convention s'engagent à ne pas condamner à mort un enfant qui serait un mineur, qui serait arrêté et jugé par son pays pour un crime ou je ne sais quelle raison. Et donc, quelque part, c'est quel paradoxe, c'est parce que les États-Unis et la Chine n'ont pas voulu abolir la peine de mort, ce sont les pays qui pratiquent la peine de mort, qui n'ont pas ratifié cette convention, et que du coup, Greta Thunberg n'a pas porté plainte contre les États-Unis et la Chine. Quel comble! Quel comble! Ceci pour dire que tous les sujets se tiennent et sont intimement liés. Mais là où je suis un peu dubitatif, c'est que Greta Thunberg, en portant plainte devant les Nations Unies, elle le sait très bien, ça j'imagine qu'on le lui a expliqué, sa plainte va être instruite dans quelques mois auprès d'un comité des droits de l'enfant chargé de la surveillance par les États du respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, et qu'au pire, ce comité des Nations Unies décidera de saisir l'Assemblée Générale des Nations Unies pour qu'il y ait une discussion sur la raison pour laquelle elle a porté plainte. Bref, sa plainte ne conduira pas à grand-chose, sinon éventuellement à un débat qui aura lieu dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et sans aucun effet concret. Donc, les opinions publiques essayent de faire pression. Elles sont souvent et de plus en plus dans un rapport de force avec les États, comme Greta Thunberg,
Il y a des recours en justice, ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Et là, depuis 20 ans, il y a de plus en plus de recours en justice par des opinions publiques qui considèrent que leurs droits fondamentaux ont été violés, notamment dans les questions environnementales. Par exemple, à Paris, dans la région parisienne, il y a de nombreux recours. Aux États-Unis, il y en a beaucoup également, énormément d'associations environnementales qui portent plainte contre l'État américain ou contre des entreprises qui polluent. Par exemple, en région parisienne, il y a beaucoup de recours sur l'air, la qualité de l'air. Mais pour le moment, la plupart de ces recours n'ont pas donné grand-chose, n'ont pas amené à beaucoup de changements des politiques. Moi, ce en quoi je crois davantage, il faut des Greta, il en faut. Elles sont nécessaires, on est dans un monde ultra médiatisé et c'est important que des combats soient incarnés par des personnes, c'est tout à son honneur. Mais en même temps, je crois plus à la logique du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour d'une table. Ce que quelqu'un comme Pascal Lamy appelle le polylatéralisme. C'est-à-dire le monde est gouverné très largement par les relations bilatérales, donc c'est les États-Unis qui vont négocier avec la Chine, les États-Unis avec la France avec la Russie, un peu de multilatéral, donc ça va être le cercle des Nations Unies, ça va être l'Union européenne, ça va être certains acteurs qui décident ensemble de discuter et trouver des solutions communes, mais ce multilatéralisme reste le monopole des États, et il marche de moins en moins bien, parce que comme disait Donald Trump, on est dans une ère de retour des patriotismes, voire des nationalismes qui font que le multilatéralisme fonctionne de moins en moins. Et puis, il y a ceux qui prônent le polylatéralisme, c'est-à-dire non pas les États qui décident de travailler ensemble, mais à la même table, vous avez les États, les entreprises, les associations, les médias, les scientifiques, les leaders d'opinion, les églises ou les cultes, bref, tous ceux qui peuvent peser et discuter ensemble pour essayer de gérer les problèmes. Et c'est vrai que sur les questions environnementales, je pense que l'avenir il est là. Oui, les opinions publiques vont avoir leur mot à dire, parce que sur des sujets aussi massifs, aussi complexes, aussi titanesques que ceux du réchauffement climatique, les États seuls ne pourront pas les gérer et même sont enclins à ne pas trop les gérer. Alors que si tout le monde se met autour d'une table, peut-être trouvera-t-on des solutions ou ira-t-on un peu plus vite dans le traitement de ces problèmes. Alors évidemment, il y a un très bon exemple de ça. C'est les accords de Paris qui ont été signés à Paris, il y a 6 ans, sous la présidence de François Hollande. Ça a été un moment très important. Je ne sais pas si certains ont suivi les accords de Paris. C'était quand même des grands moments des relations internationales, une grande victoire pour la France d'avoir réussi à faire signer tous les États de la planète un accord historique d'engagement des États à atteindre des objectifs de réchauffement climatique à 2 degrés, plus 2 degrés maximum. Le problème, c'est que à la dernière minute, il y a un État qui a dit, et c'est les États-Unis, c'était Barack Obama, a dit ok, moi je peux signer, mais je ne peux pas dire, grosso modo je résume, nous allons atteindre les accords de Paris. Il a dit, moi je peux signer si je m'engage à tenter d'atteindre les accords de Paris. Alors c'est pas exactement ça, mais ça revenait à cela. Et donc à la dernière minute, par le fait du prince, par le fait de la politique de puissance, par le fait d'un État souverain et très, très puissant, on a introduit une virgule qui a à bien des égards changé le sens de l'ensemble de l'accord. Et alors même qu'il y avait une mobilisation mondiale, que les entreprises du monde entier étaient présentes, il y avait les ONG, il y avait les médias, ça a vraiment été un grand moment d'harmonie et d'accord de toute la communauté internationale pour tenter de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Mais à la dernière minute, pour obtenir la signature des États-Unis, qui était effectivement
indispensable pour pouvoir dire qu'il y a un accord mondial. On a changé un petit peu une virgule qui, au lieu de dire on s'engage à, on s'engageait plus à faire l'effort de, pour ne pas être totalement contraint par les objectifs. Parce qu'en fait, il devait ensuite faire ratifier par son congrès, c'était extrêmement compliqué. Mais la politique, c'est souvent ça. Et donc c'est vrai que les Greta Thunberg sont un peu démunis et sont un peu seuls. Il faut les aider, il faut les soutenir, il faut peut-être les modérer un peu, il faut peut-être lui expliquer qu'il ne faut pas que être dans l'incantation et dans la critique, mais qu'il faut aussi trouver les voies pour des solutions. Et c'est pour ça que moi je crois plus plutôt qu'aux lanceurs d'alerte isolés ou très médiatiques, mais isolés quand même. Je crois plus à ce polylatéralisme, c'est-à-dire, ça demande beaucoup plus d'efforts, mais de mettre autour de la table tous les acteurs concernés directement pour que, avec les États, ils trouvent les solutions pour changer le cours des choses. Sinon, je crains fort que ce soit souvent un peu vain. Comme disait Jean-Louis Barrault et Coluche l'a repris, la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. Et souvent dans les relations internationales, on a l'impression que les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies qui applaudissaient Greta Thunberg il y a 2 jours à New York, lui disaient bravo, 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 mais cause toujours, cause toujours. Et donc pour que ce ne soit pas cause toujours, je pense qu'il faut aussi mettre tout le monde autour d'une table et donner le pouvoir aux entreprises, aux ONG, aux consommateurs, aux chercheurs, aux scientifiques, de peser sur le cours des choses et de ne pas le laisser seul la tentative de critique des États. Voilà grosso modo ce que je voulais dire pour ouvrir la discussion. Donc je pense effectivement que l'opinion publique a son mot à dire. Souvent ce n'est qu'un mot ou un petit mot, mais parfois ce mot il peut être décisif et plus l'opinion publique est forte et plus ce mot pourra être décisif. Voilà, merci. Alors, les étudiants de l'INERIS sont formés pour justement peser sur les relations internationales et on les retrouve après prendre des engagements tout au long de leur carrière pour que les relations internationales évoluent dans le sens qu'ils souhaitent. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire quelque chose après cette intervention de M. Taube, exprimer une opinion? Oui. Alors, c'est plutôt une question assez fermée sur votre avis. Il me semble qu'il y avait eu une résolution, du moins un projet dans les années 80, d'inclure aux assemblées générales de l'ONU, pour chaque pays, des délégués citoyens tirés au hasard. Alors, je ne suis pas sûr de la véracité de cette information, mais que pensez-vous de cette idée et de sa faisabilité et de son efficacité? Merci. C'est une très bonne idée. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écrire un article dans l'opinion internationale pour proposer cette idée. Elle est très belle, d'abord, je trouve. Elle est très intéressante. Vous savez, en France, c'est ce qu'ils tentent d'appliquer. En France, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, puis il y a eu le grand débat national, et puis les pouvoirs publics ont décidé de tirer au sort des citoyens pour participer à une conférence sur le climat qui commence en ce moment. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est trop marrant parce qu'ils ont tiré au sort 100 citoyens. Et parmi eux, vous savez qu'ils ont tiré au sort Danny Cohn-Bendit. Ah, je suis mort de rire. Ils ont tiré au sort Cohn-Bendit, qui est 1 sur 65 millions d'habitants. Ils ont tiré au sort. Bon, je ne sais pas s'il va y participer, mais l'idée, effectivement, de tirer au sort des citoyens, vous savez, c'est une idée qui vient de la Grèce antique, en fait. Pendant la Grèce antique, en fait, on considérait, vous savez, la Grèce antique, Athènes, c'est de là qu'est née la démocratie. Et en fait, alors c'était une démocratie toute relative parce que ne participaient à la gouvernance que les hommes, d'abord, et ensuite les hommes qui avaient un statut social, qui avaient une certaine fortune. Et dans cette double limite, on considérait, c'est une très belle idée, que tous les citoyens pouvaient gouverner. Tous les citoyens. C'est-à-dire que toute personne en capacité de pouvait gouverner.
Et donc, on tirait au sort les gouvernants. Parce que l'idée du tirage au sort, c'est que chacun a assez de raisons et d'ouverture pour pouvoir participer à des décisions. C'est une belle idée quand même au départ. Donc, si vous voulez effectivement que l'opinion publique pèse plus, effectivement, vous pourriez proposer qu'à côté du fonctionnaire, souvent un ambassadeur qui représente le Sénégal, la France, l'Uruguay à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y en a un deuxième qui soit un citoyen tiré au sort dans son pays et qui aurait le même mot à dire que l'ambassadeur. Je pense qu'on s'amuserait bien. Une deuxième question? Une remarque? Non? Moi, oui. Pour revenir sur l'idée dont vous venez de parler, je pense que ça serait une opportunité énorme pour les lobbyistes de faire ce qu'ils ont envie à l'Assemblée des Nations Unies. Parce que s'il y a un citoyen de chaque pays qui a la même voix que l'ambassadeur du pays en question, suivant les pays, je pense que les grands lobbyistes ont largement les moyens d'influencer les décisions en question. Et vous ne croyez pas que ces 10 lobbyistes influencent autant les ambassadeurs? Je pense que les États ont plus de chances de résister aux lobbyistes que de simples citoyens. Mais Greta Thunberg vous prouve le contraire. Est-ce qu'elle est elle-même une forme de lobbyisme? Oui, mais enfin, si le lobbyisme, c'est le fait de constituer un groupe ou une personne pour faire pression, je vous souhaite d'être lobbyiste. Voilà, parce que, voilà, non. Je pense que vous entendez par lobbyisme plutôt des organismes spécialisés, des avocats, des communicants, des spécialistes qui sont payés pour aller défendre des intérêts privés ou publics bien définis, qui sont généralement de près ou de loin assez mercantiles. Voilà, donc, non, je sais pas, c'est pas évident. C'est pas évident parce que si on reprend l'idée de votre prénom, Théo, si on prend l'idée de Théo, c'est peut-être pas absurde de se dire que, alors j'ai pas du tout parlé, quelle erreur, des réseaux sociaux. J'aurais pu parler des réseaux sociaux, mais je suis pas certain que ça change beaucoup les choses, ça les amplifie considérablement. Mais c'est vrai que les lanceurs d'alerte sont de plus en plus nombreux dans le monde. Les réseaux sociaux, Internet permettent de faire pression beaucoup plus sur les États. Et en fait, grosso modo, on critique beaucoup les choses, mais aujourd'hui, les gens sont mieux informés que par le passé. Mieux informés. Et donc, quand les gens sont informés et qu'ils sont un minimum ouverts d'esprit, on peut supposer qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans qui seraient à même de siéger dans une assemblée citoyenne chargée de discuter de choses et d'autres. Et puis bon, j'ai envie de vous dire, pour en avoir côtoyé un certain nombre, les ambassadeurs, franchement, ça leur ferait du bien parfois d'être assis à côté de citoyens qui expriment certaines choses. Parce qu'il y a de très très bons ambassadeurs, mais il y en a aussi beaucoup qui sont vraiment là pour faire illusion, quoi. Donc voilà. Vous touchez à un sujet sensible, il y a quand même des futurs ambassadeurs dans la salle. Mais il y a des très très bons ambassadeurs qui sont là je reviens du Forum de la mer qui s'est tenu à Bizerte en Tunisie, à l'invitation organisée par l'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor, qui est un très grand ambassadeur, extrêmement déterminé à traiter les questions maritimes, dont on s'occupe trop peu. Et donc, il y a des très très bons ambassadeurs. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. J'aimerais bien que vous nous parliez aussi de l'interview que vous avez faite, dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Déjà bonsoir et merci pour votre présence. Donc tout à l'heure, vous parliez de Greta Thunberg en disant oui, c'est un peu dommage qu'elle soit que dans les incantations, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que
le rôle du lanceur d'alerte, c'est pas forcément d'apporter des solutions, mais plutôt juste d'armer l'opinion publique pour justement que les États bougent et que au final, que Greta Thunberg fasse des coups médiatiques comme porter plainte, etc., ou faire des discours aux Nations Unies en ayant l'air pas contente, ça suffit pas et qu'elle est parfaitement dans son rôle. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Sauf qu'à en faire peut-être trop, elle va peut-être susciter la réaction inverse de ce qu'elle vise. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'entends, on entend de plus en plus cette petite musique qui dit, qui la cloue pilori, qui la critique, qui dit elle culpabilise tout le monde, elle est trop dans le négatif, elle est trop dans la haine également, clairement, et que c'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Donc c'est bien d'alerter, mais c'est quand même mieux d'agir. Et donc pour agir, il ne faut peut-être pas trop culpabiliser et aller dans l'anxiogène. Je m'interroge, je ne sais pas. Bon, la réalité, c'est que je pense que ce sont malheureusement plus des catastrophes naturelles qui ne vont pas manquer d'arriver, si on en croit les prévisions de tous les scientifiques, qui vont amener les grands de ce monde à bouger, plus que des Greta Thunberg. En même temps, il en faut. Mais c'est vrai que sur l'environnement, c'est tellement complexe, tout est tellement interrelié. C'est comment vous voulez... L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire il y a 5 ans. C'est plutôt le mérite de Angela Merkel. Mais du coup, elle a décidé d'investir massivement dans les énergies renouvelables, massivement, beaucoup plus que la France. On a énormément de retard en France. Mais entre-temps, elle a dû réintroduire beaucoup de charbon. Bon, donc ça contribue à la pollution. Tout est extrêmement complexe. Nous-mêmes, si on décidait de passer, il y a souvent des reportages 24 heures en respectant à 100% l'environnement, en ayant une alimentation saine, etc., mais on ne tiendrait pas. Parce que tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on porte, et malheureusement nuit à l'environnement, ou j'ai quand même trouvé assez pathétique, très, très audacieux, mais pathétique quand même, qu'Emmanuel Macron, la veille du sommet du G7 à Biarritz, il avait le phare de Biarritz derrière lui, il s'est adressé aux Français, c'était le vendredi à midi. Il a dit, nous n'allons pas tout réussir, mais bon, nous allons tenter de... Par exemple, il dit, l'industrie de l'habillement va prendre des engagements. Parce que pour faire les vêtements qu'on porte, il y a un gaspillage d'eau incroyable. Et puis, on fait travailler, ça, on n'en a pas parlé, souvent beaucoup d'enfants, de mineurs, dont les droits sont bafoués, en Asie du Sud-Est. Et il a dit, tous les armateurs maritimes, donc tous les cargos, vont prendre des engagements de réduction de la vitesse de leur bateau, parce que s'ils réduisent de 20% la vitesse de leur bateau qui traverse tous les jours tous les océans et toutes les mers, ça allait faire d'énormes économies de gaspillage et de pollution de l'environnement. Et donc vous avez le président de la République qui s'adresse aux Français pour dire, voilà, l'enjeu du G7, il y aura Trump, il y aura les grands de ce monde qui vont venir, on va travailler sur les industries d'habillement et sur les bateaux. Je trouvais ça pas mal, parce que c'est ça l'environnement, c'est très concret, c'est pas que des grandes idées, c'est très concret. Et bon, je trouve ça un peu pathétique parce qu'en plus je me suis dit, mais c'est pas le G7 qui va prendre le moins d'engagement, c'est pas dans son rôle, c'est même pas dans son pouvoir. Et c'est vrai qu'à la fin, effectivement, il y a une réunion en marge du G7 de certains industriels de l'habillement et de certains industriels du maritime qui ont adopté une charte. Franchement, parce qu'on est autant, on a besoin de chartes pour respecter l'environnement. Donc voilà, donc c'est un peu décevant. Et c'est comme ça depuis 10 ou 20 ans. Et Greta Thunberg, il y en a déjà eu. Encore une fois, Nicolas Hulot, c'est un peu la même chose. Donc voilà, donc c'est très compliqué. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a aussi la pétition L'affaire du siècle. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont signée. Voilà, parce qu'elle a rencontré 2 millions de signatures. Alors moi, en 2000,
lancé une pétition contre la peine de mort aux États-Unis qui a eu 500 000 signatures. Quand même, c'était pas mal, et on a fini à l'ambassade des États-Unis avec Catherine Deneuve et quelques autres pour remettre nos pétitions. Mais eux, ils ont fait 2 millions de signatures. Mais qu'est-ce que cette signature a changé? Pour le moment, pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'il faut le faire, il faut signer, il faut qu'il y ait plus de mouvements, et des manifestations. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des grèves le vendredi à l'Ibérie pour aller manifester pour le climat, mais c'est vrai que ça bouge, la jeunesse bouge. La jeunesse bouge. Et il faut qu'elle bouge, et c'est très bien. Mais il faut aussi des solutions, donc il faut les deux. Quoi. Il y a une question ici. Oui. Oui, bonjour, merci. Du coup, j'ai une question sur votre remarque sur Hong Kong. Vous avez dit que les Hongkongais sont plus chinois que british en parlant de quand Hong Kong est redevenu chinois en 2097. 1980. Et en fait, à mon avis, ce n'est pas forcément le cas, même s'ils partagent la même histoire ou similaire histoire et les langues et la culture un peu. Il ne veut pas être chinois, il veut être plutôt british. Il y a beaucoup de Hong Kong qui toujours gardent leur passeport british en fait. Donc j'imagine que vous savez, mais en même temps, Oui. c'était juste la remarque que j'ai pas. C'est une remarque très importante. J'ai presque envie de répondre en anglais. Vous parlez très bien le français. Merci, c'est comme vous voulez. Évidemment, vous avez raison. Et je veux dire, culturellement, ils sont peut-être chinois. Mais moralement, ils sont très occidentaux. Et c'est tant mieux. Et c'est très intéressant. Ça montre bien que les valeurs... Vous savez, on est dans une époque où on conteste de plus en plus l'universalité des droits de l'homme, par exemple. Si vous prenez l'égalité homme-femme, qui quand même a été une conquête récente très forte du XXe siècle, aujourd'hui elle est remise en question, cette égalité. Elle est remise en question dans beaucoup de régions du monde, et même en France, malheureusement. Donc il y a des droits fondamentaux qui, qu'on pensait être des conquêtes certes récentes, mais très fortes, qui sont remises en question. Par exemple, la démocratie. La démocratie. Beaucoup disent aujourd'hui, la démocratie, ça ne fonctionne pas dans plein de régions du monde. C'est pas le bon modèle. Eh bien, qui c'est qui tranche la question? Savoir si les droits de l'homme, c'est universel. Si la démocratie, c'est le meilleur régime ou le moins mauvais régime, comme disait, je crois, Churchill. C'est les peuples, c'est les citoyens. C'est les Hongkongais qui disent nous on veut rester libres. C'est pas vous et moi, c'est des Hongkongais. C'est des Hongkongais de Chine ou d'Angleterre et de Chine. C'est des Soudanais. Prenez un événement majeur, le Soudan, dont on ne parle jamais. Depuis 6-8 mois, il y a eu une révolution au Soudan. C'est un pays qui était sous le joug d'un dictateur, El-Béchir, qui est le seul chef d'État quasiment au monde qui a été poursuivi par la Cour pénale internationale et sur lequel il y a un mandat d'arrêt international qui fait que pendant des années, il n'a quasiment pas pu voyager, sauf dans certains pays, autres dictatures qui le soutiennent. Le Soudan, on n'en parle jamais, c'est un pays très pauvre, c'est un pays d'une sous-dictature, c'est un pays musulman avec un islam très rigoriste. On ne parle jamais. Et puis du jour au lendemain, hop, c'est parti. Le peuple a réclamé sa liberté. Des femmes, beaucoup de femmes soudanaises. Vous lirez sur le plan international, vous tapez Soudan, vous allez voir, on a fait des portraits de plusieurs femmes soudanaises. Le peuple soudanais s'est soulevé. D'ailleurs, avec beaucoup de commerçants. C'était la ligue professionnelle, ça c'est rarissime. Ceux qui ont mené le combat, c'était notamment des commerçants. Parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de corruption par le régime, etc. Ben, résultat, en 6 mois, ils ont fait chuter le régime. El-Béchir, il est en prison. Il y a un nouveau pouvoir. L'armée a tenté d'écraser la révolte. Ils n'y sont pas arrivés. Ils ont finalement trouvé un accord très original entre l'armée et le pouvoir civil, le peuple qui s'était soulevé. J'espère pour eux que l'armée respectera cet accord parce que c'est vraiment un accord à parité, mais c'est extraordinaire. C'est un peuple oppressé qui a réclamé sa liberté. Pareil en Algérie, pareil en Tunisie, pareil dans plein d'endroits du monde. Donc il y a des valeurs universelles qui font aussi que la politique internationale a un sens pour nous citoyens, c'est d'essayer de conquérir ces libertés. Donc effectivement, vous avez raison,
Les Hongkongais sont peut-être très britanniques aussi, très occidentaux, autant que chinois, et en termes de droit, certainement plus britanniques que chinois. Oui. Et d'ailleurs, je précise que sur Hong Kong, il y a un accord, il y a 2 accords entre la Grande-Bretagne et la Chine, au moment de la rétrocession en 1997, et un deuxième accord en 2004, par lequel la Chine s'était engagée, par écrit, à respecter les libertés des citoyens de Hong Kong. Et malheureusement, le système chinois n'entend pas de cette oreille, selon moi. Et les Hongkongais le savent très bien. C'est pour ça qu'ils sont mobilisés. Bonsoir. Du coup, moi j'avais une question. C'était tout à l'heure, vous parliez des COP, des accords de Paris, notamment la COP 21. Donc, ça fait donc 24 ou 25 ans que ces COP elles existent. Vous avez également parlé des mesures prises par Sarkozy en 2008, apparemment à son élection. Et moi, je me demandais, est-ce que vous ne pensez pas que les lanceurs d'alerte, du coup, ils avaient permis des engagements plus contraignants parce qu'il y avait les mêmes scientifiques, les mêmes États, du coup, qui se réunissaient. Et aujourd'hui, on en est dans cette situation-là. Du coup, je me posais cette question. Alors, j'ai pas compris la question. Excusez-moi. C'était... est-ce que les lanceurs d'alerte ont mis en lumière ce qu'ils ont mis en lumière, ça a permis des engagements plus contraignants? Alors, oui et non. Oui, certainement, parce qu'il y a des lois qui ont été adoptées en matière environnementale suite au Grenelle de l'environnement, depuis sous Hollande, et puis sous Macron. Il y a sans arrêt de nouvelles lois qui arrivent sur l'environnement, qui sont plus ou moins contraignantes, qui sont présentées comme contraignantes, mais qui sont en fait plus incitatives qu'autre chose, et qui souvent posent des problèmes, parce qu'en fait, vous avez des lois qui obligent à des rénovations thermiques d'immeubles ou de logements, mais en fait elles ne les obligent pas, et elles ne peuvent pas y obliger, parce que ça coûte tellement cher. Alors, il y a des incitations fiscales, il y a des subventions, mais ça ne suffit jamais. Grosso modo, pour pouvoir se payer un scooter électrique ou la rénovation d'un immeuble, il faut avoir les moyens de le faire. Il faut avoir la capacité financière de le faire. Et je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes est parti de la contestation d'une taxe carbone sur l'essence. On allait augmenter le prix de l'essence pour pouvoir financer la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est de là qu'est parti le mouvement, parce que les gens en ont marre de payer. Et ils se disent c'est peut-être plutôt au pollueur de payer plutôt qu'au consommateur final. Donc c'est compliqué. Donc je pense que les lanceurs d'alerte, plus il y en aura et plus ils font pression aux événements. Mais encore une fois, moi je pense que ce qui amènera plus à faire bouger les choses, c'est aussi ce polylatéralisme dont parlait Pascal Lamy dans une interview qu'il a donnée à mon magazine. Et aussi, malheureusement, qu'il y a des catastrophes naturelles, il va y en avoir. Et c'est peut-être ça qui va amener les politiques à bouger, parce que les politiques ne fonctionnent malheureusement, comme je l'ai dit en introduction, surtout par intérêt. Donc c'est lorsque leur intérêt. Donner un autre exemple pour dire les choses autrement. Le plus grand mécène, le plus grand philanthrope de l'histoire de l'humanité, c'était un certain Rockefeller. Ça a été l'homme le plus riche des États-Unis. Il était, paraît-il, beaucoup plus riche que ne l'est aujourd'hui Bill Gates, à l'époque. Et Rockefeller, c'était qui? Et pourquoi est-il devenu un extraordinaire philanthrope? C'est parce que pendant toute sa vie, il a fait du business, il a fait des usines à charbon, il a construit des automobiles, il a pollué, il a certainement asservi beaucoup de gens, il a fait du business, quoi. Les États-Unis, c'est un peu la loi du plus fort dans les affaires. Et puis un jour, il y a eu un drame, une tragédie. Un village entier a été rasé par, je crois, une explosion qui s'était passée dans une de ses usines. Et il a pris conscience, et du jour au lendemain, il est devenu un grand philanthrope, un grand mécène. Et il a passé toute sa vie ensuite à faire du bien autour de lui. Et c'est un peu l'histoire de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, il faut espérer. Vous prenez un Bill Gates, c'est extraordinaire ce monsieur. C'est un très grand monsieur. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas encore le prix Nobel de la paix. Tiens, je vais peut-être écrire un article là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le principal financeur
de la lutte contre le paludisme dans le monde, de la lutte contre le sida dans le monde, c'est Bill Gates et son épouse Melinda Gates. C'est pas un État, c'est pas la France, c'est pas l'Union européenne, c'est un homme. Parce qu'il a pris 95% de sa fortune, il l'a donné à il a créé une fondation, il l'a mise dedans, et aujourd'hui, la fondation Melinda Bill Gates est un acteur majeur de ce polylatéralisme dont je parle, dans lequel des citoyens arrivent à construire des solutions et pas uniquement témoigner. Donc moi j'ai envie de dire, Greta Thunberg, j'ai envie de lui dire à travers vous, c'est bien de contester, c'est bien de critiquer, mais dans ce cas-là, critiquez un peu moins, profitez de votre notoriété pour vous entourer de personnes qui ont vraiment envie de changer les choses dans les solutions, et comme disait l'autre, transformer les colères en solutions, c'est ça peut-être la solution, j'ai envie de dire. Bonsoir. J'avais une question. Le fait de donner du pouvoir aux opinions publiques, je veux dire, est-ce que ce ne serait pas en danger dans la mesure où l'opinion, c'est un peu la doxa, et elle va en contradiction avec l'agora qui est un peu, je veux dire, le savoir. Et compte tenu même de notre situation actuelle dans laquelle les médias sont très influents et il y a les politiques de manipulation de la population, est-ce que c'est le fait de donner plus de pouvoir aux opinions politiques ne serait pas un danger pour l'ordre? Est-ce qu'on n'arriverait pas à une forme de cacophonie politique? Oui et non, moi je dirais plutôt non, mais je comprends votre question. C'est-à-dire que l'agora c'est quoi? L'agora c'est le fait que vous allez voter une fois tous les 5 ou 7 ans pour les élections, puis après on ne vous consulte plus. Alors que la doxa dont vous parlez, c'est le fait d'exprimer des idées, des opinions, et de peser peut-être un peu plus parfois que par son vote. Et puis moi je suis quand même optimiste sur la raison des gens, c'est-à-dire que je pense que les gens sont de mieux en mieux informés. Bien sûr que sur Internet vous avez, ou dans les médias, des choses horribles, c'est la débauche de toutes les haines, de toutes les passions, de toutes les rancœurs, évidemment, mais vous avez aussi des choses très positives, très constructives, très utiles, et une information de plus en plus fiable, des moyens de vérifier ce qu'on nous dit. Donc voilà, cette doxa, elle est saine aussi. Donc je pense que voilà, c'est un équilibre à trouver, mais vous savez, comme je le disais au début, dans la politique internationale, les États, c'est 90% de la maîtrise des choses. Les 10% restants, on peut les laisser aux opinions publiques. Et ces opinions publiques, elles sont de plus en plus organisées, informées, structurées. On fait de plus en plus la part des choses. Voilà, mais c'est vrai que moi, je me suis engagé contre la peine de mort dans le monde parce que j'ai appris au journal de 20h sur France 2, Antenne 2 à l'époque, le 1er mars 2000, qu'une Française, Colette Berthès, défendait un condamné à mort américain au Texas. C'est ça la politique internationale. Jusqu'alors, personne en France ne savait qu'il y avait des condamnés à mort aux États-Unis. Enfin, personne ne s'en occupait. Puis moi, je vois un reportage à la télévision, je me rappelle très bien, d'Étienne Lénart, qui interviewe une Française au Texas, à Huntsville, qui était devant la prison de Huntsville, et qui s'occupait de Odell Barnes, un condamné à mort américain, qui était sur le point d'être exécuté. Et en voyant cette Française traverser le monde pour aller défendre un Américain, je me suis dit, ah, tiens, il y a quelque chose. C'est que pour la première fois, la peine de mort était devenue une question internationale. Donc là-dessus, j'ai écrit un livre, Lettre ouverte aux Américains pour l'abolition de la peine de mort, qui a débouché sur une association avec une pétition à 500 000 signatures. Et 6 mois après, le premier congrès mondial contre la peine de mort au Parlement européen et au Conseil de l'Europe, qui lui-même a créé la journée mondiale contre la peine de mort et qui est devenu un mouvement international. Et donc, voilà, la doxa, l'opinion publique, a modestement servi quelque chose. Voilà. Bonsoir, juste ici. Oui. D'abord, je vous remercie. Et en fait, en vous écoutant, c'est peut-être une erreur ce que je vais dire, mais en vous écoutant, j'ai l'impression que pour vous, l'opinion publique, elle a son mot à dire pour la cause environnementale, et que pour d'autres questions monétaires, questions d'éthique, questions diplomatiques, elle a moins un rôle à jouer en fait. Et je vais juste donner un exemple.
Le fait, la réalité, c'est que les questions monétaires et financières, elles nous touchent au moins autant que la question environnementale à l'heure actuelle. En une semaine, la Fed imprime plus de 400 milliards de dollars. C'est de l'argent que les citoyens américains ne voient pas, c'est de l'argent qu'ils pourraient toucher, c'est de l'argent qui pourrait changer leur vie, qui pourrait être utilisé pour la cause environnementale. Je pense aussi par exemple au simple fait qu'Edward Snowden demande l'asile politique au gouvernement français. On pose encore une fois pas la question à l'opinion, à la société civile française. Alors c'était pour savoir... Alors j'ai plus utilisé l'environnement comme une illustration d'un sujet quand même majeur, qui devient vraiment majeur. Encore une fois, il y a 20 ans, on parlait plus des droits de l'homme, aujourd'hui on parle de l'environnement. Et d'ailleurs, les budgets vont plus sur la lutte pour l'environnement que sur le développement social, économique, les droits humains, etc. Donc c'était une illustration, mais c'est aussi parce que c'est vraiment devenu le sujet majeur. Après, je le répète et je le maintiens, sur les questions monétaires, les opinions publiques n'ont vraiment pas leur mot à dire, quoi. Et peut-être que ça va venir, mais là on touche à des choses régaliennes extrêmement sensibles, extrêmement stratégiques, et que c'est difficile. Et c'est aussi très technique, hein, c'est aussi très technique. Et par exemple, sur la question des armées, c'est la même chose. Lorsque la France est intervenue au Mali en 2013, et heureusement qu'elle est intervenue, la décision a été prise en 24 heures, parce qu'il fallait prendre la décision en 24 heures. Et on n'avait pas le temps de consulter l'opinion publique. On peut le regretter. Aux États-Unis, par exemple, un chef d'État ne peut pas engager les armées sans consulter le Congrès. Le Congrès américain a beaucoup plus de pouvoir que l'Assemblée nationale française. Mais effectivement, je pense qu'il y a des sujets qui sont plus... où l'opinion publique peut peser davantage que d'autres. On peut le regretter, mais je pense malheureusement, je crains que ce soit une réalité. Juste pour ce que vous voulez dire, ça enlève un peu à l'aspect idéologique de ces thèmes régaliens de l'économie et de la guerre, par exemple. Donc vous, ce que vous dites, vous prenez en compte l'aspect technique qui existe aussi pour l'environnement et le réchauffement climatique, scientifique, et du coup, ce côté idéologique qui viendrait de l'opinion publique, c'est comme si... Alors, la question, parce que les derniers ils n'ont peut-être pas entendu, moi, c'est finalement, je ne donne pas plus d'importance à tout ce qui est technique qu'aux enjeux idéologiques. Enfin, moi, je l'entends comme ça, en fait, votre question. Mais en matière d'économie, la question idéologique, elle a été largement tranchée, hein. Avant, il y avait la guerre froide entre deux systèmes qui s'affrontaient, le système libéral occidental et le système communiste socialiste, avec des nuances de gris entre les différentes formes de communisme et de socialisme. Mais la question a été tranchée très largement. Elle a été tranchée par l'effondrement du bloc soviétique, et elle a été tranchée en Chine parce que la Chine est devenue le plus libéral des régimes sur le plan économique. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a un problème, enfin, je ne sais pas si c'est votre point de vue, mais effectivement, il y a un problème dans l'économie mondiale, où les inégalités, non pas aux extrêmes, mais les inégalités augmentent de plus en plus, où il y a une course au profit, où effectivement le capitalisme a du mal à s'auto-limiter pour mieux respecter l'environnement, les droits des personnes, et que là-dessus, les opinions publiques ne sont pas assez fortes pour peser sur les choix monétaires, les choix économiques de la communauté internationale. Mais du coup, pourquoi vous préconisez la solution par exemple, ce groupe dont vous avez parlé de Nicolas Sarkozy, où vous dites on rassemble des acteurs... Mais on pourrait faire des Grenelles de l'environnement dans l'économie, c'est ça que vous voulez dire. Mais il faudrait certainement faire, mais moi je constate qu'il n'existe presque pas. Parce que, à part sur la question environnementale, parce que tout le monde commence à avoir franchement les boules, parce que tout le monde se rend compte tous les jours qu'il fait plus chaud et qu'il y a des gros problèmes d'équilibre, de perte de biodiversité. Mais c'est vrai que, voilà, si vous voulez, si dans la salle je demande qui c'est qui a envie de passer 1 heure à bosser sur les questions environnementales, ou qui c'est qui a envie de passer 1 heure sur la régulation des questions monétaires pour qu'il y ait moins d'injustice économique, je sais pas, à mon avis, la question sera vite tranchée. Hein. Ça, c'est pas sûr. Bonsoir, Monsieur Taube.
J'espère que ce sera moitié-moitié. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre propos. Je trouve ça très intéressant. Je pense que je ne suis pas le seul à partager cet avis. Je voulais connaître votre opinion vis-à-vis de l'opinion publique. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce qu'elle réussira à s'imposer dans les années à venir? Vous proposez la solution du polylatéralisme. Est-ce que vous pensez réellement que cette solution marchera ou pas? Et est-ce que des leaders d'opinion qui réussiront à bien nous parler, à bien rassembler les foules, les masses, je veux dire, réussiront à enfin se faire entendre, tout en conciliant les intérêts des gouvernements, réussiront à faire peser l'opinion publique dans les intérêts? Nécessité fait loi. Moi, je pense qu'effectivement, je n'ai pas de raison de douter des prévisions que nous annoncent les scientifiques. Elles sont quand même extrêmement inquiétantes. Elles font peur, elles font vraiment peur. Si Greta Thunberg existe, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a danger. La situation est très, très dangereuse. Et donc je suis optimiste dans le sens où, nécessité faisant loi, à un moment donné, et peut-être assez rapidement, il va y avoir des mesures plus courageuses prises par les gouvernements. Mais non pas parce qu'ils auront eu une sorte de révélation, mais parce que, effectivement, il va y avoir des preuves tellement violentes des conséquences du réchauffement climatique que ça va les amener à Rockefeller. Mais je me dis, par exemple, on peut toujours rêver, mais un Donald Trump qui s'est retiré de l'accord de Paris, qui est un climato-sceptique, qui défend mordicus son industrie des hydrocarbures et tous ses amis industriels qui polluent tous les jours sans vergogne. Peut-être qu'un jour il va se réveiller en changeant de point de vue, parce que peut-être qu'il y aura un drame aux États-Unis qui fera qu'il sera obligé de le faire. Peut-être qu'une fois qu'il sera réélu président des États-Unis, il changera, parce qu'ensuite il aura plus de compte à rendre. Je ne sais pas, mais je pense que les États. Regardez par exemple Angela Merkel, elle est en fin de mandat, mais en fin de pouvoir, mais elle a annoncé 100 milliards d'euros d'investissement dans la lutte contre le changement climatique, ce qui est énorme. C'est beaucoup plus que ce que la France va faire. Bon, ben c'est bien, c'est super. C'est parce que en Allemagne, comme souvent mieux qu'en France, le polylatéralisme marche mieux. C'est moins la revendication citoyenne, on va manifester que des acteurs qui se réunissent et qui font pression sur le politique pour qu'ils changent de point de vue. Mais lorsque Angela Merkel s'est retirée du nucléaire, c'était quand? Du jour au lendemain, elle a dit l'Allemagne se retire du nucléaire. On va fermer nos centrales nucléaires. C'était quand? Après Fukushima. Voilà, c'était au lendemain de Fukushima. La France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé combien de centrales nucléaires? Aucune. Elle a lancé la fermeture de Fessenheim. Je suis né à 20 km de Fessenheim, donc je connais bien. Mais c'est ridicule à côté. Donc vous voyez, des fois, il y a des États qui bougent. Au Canada, ça bouge. La Chine, qui a beaucoup de défauts, c'est un régime quand même autoritaire, a décidé d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Et donc, il va y avoir de plus en plus. Alors, il y avait une question de Madame Bourgeois qui concernait... Moi, je voulais juste que vous abordiez, parce que vous revenez de Tunisie, oui. Quel est le pouvoir de l'opinion publique en Tunisie? Vous avez fait une interview, vous m'avez dit qu'il avait fait... Alors effectivement, la Tunisie, c'est tout près de chez nous, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. C'est le pays du monde arabo-musulman, je pense, le plus moderne et le plus avancé sur le chemin de la démocratie. C'est eux qui ont déclenché le printemps arabe, et 8 ans après, ils ont des élections présidentielles et législatives. Le premier tour s'est passé il y a 15 jours, et les deux qualifiés, qui étaient un peu une surprise, Kais Sayed et Nabil Karoui, sont en lice pour le deuxième tour qui aura lieu le 6 ou le 13 octobre. La société tunisienne, c'est une société très libre. Les femmes jouent un rôle très important en Tunisie. Ce sont les femmes qui ont le plus de droits et de libertés dans tout le monde arabo-musulman. Elles défendent leurs droits. Elles ont réussi, depuis la Révolution, à éviter certains reculs en matière de droits. Elles ne sont pas encore à l'égalité et de loin avec les hommes, mais quand même, c'est un pays qui avance très fort sur ces questions. Et voilà, je suis allé en Tunisie pour ce forum de la mer et aussi pour avoir une interview de la femme d'un des deux candidats à la présidentielle,
Nabil Karoui, parce que celui-ci est en prison. Donc ça, c'est un peu une tâche et une anomalie dans ce portrait plutôt positif de la Tunisie. Un des deux candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle est en prison parce qu'il est poursuivi pour corruption. C'est probablement plus un règlement de compte entre dirigeants du pays. Et en fait, il a été arrêté le 23 août. Il y a eu 3 demandes de remise en liberté. Il a gagné le premier tour. Enfin, il est arrivé deuxième au premier tour, à la fin du premier tour. Donc, il se présente devant les électeurs dans une semaine et il est en prison. Et donc, ça, c'est pas bien, c'est pas normal. Donc, j'ai fait une interview de son épouse qui a la une de mon journal, qui est vraiment intéressante et qui dénonce. Alors, aujourd'hui, il y avait une décision de justice qui était attendue pour sa remise en liberté et ça a été reporté à lundi prochain. Donc, il y a beaucoup de pression là-dessus. Mais alors, je voulais dire, pour ce droit des femmes, je voulais dire pourquoi j'ai une cravate orange et des chaussettes oranges. Ma femme n'en croyait pas ses yeux quand je lui ai dit je ne porterai plus que des chaussettes oranges. Et je voudrais peut-être terminer, mais je peux répondre à d'autres questions, mais je voudrais terminer là-dessus parce que finalement c'est notre sujet. C'est tout à fait notre sujet. En fait, les Nations Unies ont créé un ONU Femmes. Vous savez, il y a l'UNICEF pour le droit des enfants, il y a l'UNESCO pour la culture et la préservation du patrimoine, et puis ils ont créé il y a 10 ou 15 ans ONU Femmes. Bon, c'est pas l'organisation des Nations Unies la plus connue, alors que pourtant c'est un sujet archi majeur. Et l'ONU a décidé tous les ans d'illuminer en orange des monuments dans le monde entier pour lutter contre les violences faites aux femmes tous les 25 novembre. Donc tous les 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Et donc le 25 novembre, il y a 2 ans, la ville de Paris a illuminé l'hôtel de ville en orange. Donc je suis venu, j'ai regardé ça, je trouvais ça intéressant, et sur un coup de tête, je me suis dit, bon, bah moi je vais aussi porter de l'orange, parce que c'est une question absolument majeure, l'égalité homme-femme. Je pense que c'est vraiment un des grands progrès de l'humanité depuis 50 ans, 100 ans. Il suffit de comparer vos libertés à celles de vos parents ou de vos grands-parents. Il n'y a pas photo, c'est vraiment un progrès majeur. Et aussi, comme je le disais, il y a malheureusement beaucoup de remises en question, notamment pour des raisons religieuses fort dommageables. Et donc sur un coup de tête, j'ai écrit un édito en disant « Ça y est, c'est décidé, je ne porterai plus que des chaussettes oranges pour soutenir l'engagement contre les violences faites aux femmes. » Il y a des personnes qui portent des chaussures dépareillées, des chaussettes dépareillées. Ça, c'est pour la lutte pour soutenir la recherche pour une maladie rare. Donc voilà, je me suis mis à mettre des chaussettes oranges. Donc je n'ai plus que des chaussettes oranges depuis 2 ans. Et comme ça ne se voit pas trop et qu'il m'arrive de passer à la télévision sur BFM TV, LCI et d'autres médias, je me suis mis à porter une cravate orange. Voilà. Et donc, quand je suis sorti d'un plateau, ils m'ont dit « Tu reviens plus sans ta cravate orange » parce qu'on la voit bien. Mais ce n'est pas ça le sujet de notre conférence. Le sujet, c'est que 3 mois après l'événement de l'hôtel de ville, où ils ont illuminé en orange l'hôtel de ville contre les violences faites aux femmes, il y a eu le mouvement MeToo. Il y a des femmes qui, seules, des lanceuses d'alerte, ont commencé à libérer la parole et à dénoncer les viols, les harcèlements sexuels dont elles avaient été victimes. Et ce mouvement MeToo est devenu un mouvement majeur, tellement important, qu'il a balayé le move ONU Femmes et la campagne ONU Femmes Orange, l'Orange Day, ça s'appelle l'Orange Day. Et là, vous avez un très bon résumé de notre sujet politique internationale, l'opinion publique a-t-elle son mot à dire. C'est qu'en fait, la société civile a pris les choses en main. Et c'est elle-même qui s'est chargée de traiter le sujet. À tel point que les grands de l'ONU Femmes, qui sont franchement, moi j'ai trouvé ça pas correct de leur part, ils ont arrêté la couleur orange. Ça a été balayé par, c'est quoi la couleur du mouvement MeToo et du mouvement, c'est le violet, c'est le pourpre. Et cette couleur a pris le pas sur l'orange. Mais moi, je trouvais que c'était très symbolique. La couleur de la société civile a pris le pas, a eu plus de poids, plus de puissance que la couleur institutionnelle
de l'orange. Alors moi j'ai gardé l'orange parce que je pense que c'est par le droit, les lois, les constitutions que l'on inscrit dans la durée des progrès souvent fragiles, et que le pourpre, le violet c'est très bien, mais la couleur orange reste importante, symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'au final c'est quand même par les États, parce qu'il y a des pressions publiques, qu'on peut avoir les moyens de faire protéger en l'occurrence les femmes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Taulé. Merci d'avoir inauguré cette année.